Je suis particulièrement heureux de recevoir ce soir et de vous présenter Diana Picasso. On se connaît depuis quelques années. Diana Picasso est en effet historienne de l'art. Elle a en charge un inventaire complet, ce qu'on appelle un catalogue raisonné de l'œuvre de son papa, de son grand-père, pardon, et tu vas peut-être nous en parler. Et puis surtout, c'est probablement celle qui connaît le mieux le travail de Pablo Picasso. On a commis ensemble un livre qui s'appelle Picasso sorcier, dont on va également vous parler un petit peu après. Je me propose de laisser la parole à Diana, Villemeyer, Ruiz, Picasso, et ensuite, pendant une durée d'une demi-heure à peu près, et ensuite nous aurons le temps de lui poser des questions, d'abord moi, puis vous, et ce temps d'échange est extrêmement important. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici, et nous t'écoutons. Je remercie Philippe de m'avoir invité, et je suis absolument ravie d'être ici avec vous, dans cette faculté de médecine, découvrir votre région, et puis évidemment parler d'un sujet qui me passionne, les représentations artistiques. Alors j'ai préparé un ensemble d'images. La vision du corps chez Picasso est d'une complexité fascinante. De ses premières œuvres académiques à ses recherches plus avant-gardistes, Picasso a constamment remis en question et transformé sa représentation du corps humain. Ce faisant, il a non seulement modifié la manière de le voir, mais aussi la manière de l'exprimer, explorant ainsi des dimensions aussi bien physiques qu'émotionnelles ou psychologiques à travers des corps déformés, fragmentés ou érotisés. Picasso a utilisé le corps humain comme un terrain d'expression de la sensualité, de la souffrance, de l'aliénation et du tragique, mais aussi comme moyen de questionner et de subvertir les normes sociales, culturelles et artistiques de son époque. Cette présentation s'articulera autour de 6 grands thèmes. Le corps vulnérable et déformé, le corps malade, la déconstruction du corps, l'érotisation du corps, le corps comme source de vie et enfin, le corps en tant que reflet de l'âme. Donc, dans un premier temps, on va voir le corps vulnérable et déformé. Dans certaines œuvres, réalisées pendant sa période bleue, donc entre 1901 et 1904, Picasso explore des thèmes sombres de la souffrance humaine, souvent à travers la représentation de femmes, de marginaux, d'aveugles ou de mendiants. Son portrait de la figure humaine, souvent marqué par la mélancolie et la tristesse, montre des personnages solitaires et vulnérables où la douleur psychologique ou existentielle se manifeste à travers l'apparence du corps. Par exemple, dans des peintures comme La Vie, Picasso introduit des figures sombres et mélancoliques qui semblent souffrir d'une peine intérieure profonde. Les corps sont dans une posture de vulnérabilité et l'atmosphère générale de l'œuvre reflète un malaise. Les corps sont maigres, décharnés et marqués par la tristesse. La palette froide, constituée principalement de bleu et de violet, contribue à accentuer cette sensation de peine. Le corps humain semble ici être à la fois un supplice et une représentation de la fragilité de la condition humaine. C'est aussi le cas dans Le Vieux guitariste, sur votre droite, réalisé en 1903, où le corps du musicien âgé, presque réduit à l'état de squelette, exprime la détresse et l'épuisement. Les sujets bibliques, à l'instar de la crucifixion, sont également l'occasion pour Picasso d'aborder le thème humain, du calvaire et de la mort, prétexte à l'étude approfondie des corps en désolation. Le 7 février 1930, Picasso peint un petit tableau aux couleurs violentes, une crucifixion. Il s'empare de la violence du sujet christique pour exorciser les malheurs de sa vie amoureuse. Picasso se peint sous les traits d'un homme crucifié, tiraillé entre 2 femmes, l'une à sa gauche, probablement Marie-Thérèse, qui se trouve être ma grand-mère, sa jeune maîtresse, dont le profil ressemble à celui d'un taureau mis à mort dans l'arène, et l'autre à sa droite, soit la place habituelle occupée par la Vierge. On devine sous les traits d'une menthe religieuse, Olga, son épouse, avec laquelle il vit une relation conflictuelle. Par la dislocation brutale des formes et la stridence des couleurs, Picasso concourt à exprimer toute la violence d'un sacrifice primitif. Bien que Picasso ne soit pas comme pour une exploration directe et systématique du corps, plusieurs de ses œuvres peuvent être interprétées comme des représentations de la douleur physique, mentale, ou même existentielle. Dans son œuvre, la maladie semble parfois se matérialiser par des corps déformés, des formes décharnées
ou des scènes de guerre et de violence où l'on peut déceler une force de maladie sociale ou de maladie de l'âme. Les périodes de guerre, comme la guerre civile espagnole et la Seconde Guerre mondiale, ont profondément marqué l'artiste. Dans des œuvres comme Guernica, réalisée en 1937, les corps sont déformés par la violence, l'agonie et le malheur. La guerre est vue comme une forme de maladie collective où les corps humains sont brutalement réduits à des formes désarticulées, morcelées et souffrantes, exprimant une douleur universelle. La défiguration du corps, dans Guernica, peut être interprétée comme un symbole de cette dégradation physique et morale. Ainsi, les déformations physiques ne sont pas seulement ici des métaphores de la souffrance psychologique, mais aussi un cri contre l'inhumanité de la guerre. La même année, Picasso peint sa compagne Dora Maar sous les traits de la femme qui pleure. Cette œuvre, symbolisant le désespoir, montre une femme déformée par le tourment. La fragmentation du visage traduit une forme d'agonie mentale et émotionnelle, un cri de souffrance face à l'incompréhension des violences de la guerre. Le corps humain devient ici une métaphore de l'angoisse, de la passion, mais aussi de l'imaginaire et du subconscient. Ainsi, le corps est déformé au-delà du réalisme, jouant avec des notions de transformation, de désir et de souffrance psychologique. L'artiste semble rendre ici l'idée que l'âme humaine peut être malade, dépressive ou perturbée à travers des corps tordus, disloqués ou des expressions douloureuses. En effet, Picasso s'intéresse moins à la maladie au sens médical qu'à ses effets sur l'être humain, à sa dimension psychologique et émotionnelle. Il est aussi intéressant de noter que Picasso a lui-même vécu des périodes de maladie et de troubles dans sa vie personnelle. En particulier, l'artiste a été témoin de la souffrance de ses proches. Il a perdu sa sœur, sa sœur Maria de la Conception, lorsqu'il était très jeune. Il a également perdu son ami proche, Carlo Casagemas, et également sa compagne, Eva Güell. Dévoilé à la fin de sa vie, le tableau de la mort de Casagemas, à votre droite, réalisé en 1901, témoigne du drame qu'a été le suicide de son camarade. Dans une ambiance austère, son cher ami repose dans son cercueil, les yeux clos, le teint cadavérique. En 1915, c'est sa compagne Eva Güell, qui vit à ses côtés depuis 1907, qui succombe à la tuberculose, maladie à laquelle Picasso fait référence dans ses lettres à Gertrude Stein. Décrivant sa vie comme un enfer, ces événements ont eu un impact profond sur la manière dont Picasso représentait la peine, la maladie et la mort dans son œuvre. Dans ces dernières années, Picasso continue de représenter des corps disloqués et fragmentés. Cependant, à mesure qu'il vieillit, son art reflète aussi son propre déclin physique et ses expérimentations personnelles liées à la vieillesse. Le corps humain est souvent vu sous un angle grotesque, presque onirique ou mythologique, à l'instar de sa dernière série de gravures intitulée « Les 156 » que Picasso grava entre 1970 et 1972. Il y a un exemple sur votre gauche. Ici, l'artiste explore les thèmes de la transformation corporelle à travers des figures humaines déformées et sexualisées. À l'automne 1965, Picasso est victime d'un ulcère et il subit une lourde opération à l'hôpital américain de Neuilly. À une période où il sent ses forces vitales l'abandonner, Picasso puise une nouvelle jeunesse dans des aventuriers chevaleresques et des mousquetaires, tels que Mousquetaire à l'épée, assis, réalisé en 1969, que vous voyez sur votre droite. Il s'agit d'une période où la conscience de son corps vieillissant le préoccupe et l'engage dans des nouvelles recherches esthétiques. Ces dernières années de travail préfigurent les propos de Gilles Deleuze et de Félix Guattari dans « Qu'est-ce que la philosophie ?» Je cite, « Il y a des cas où la vieillesse donne, non pas une éternelle jeunesse, mais au contraire une souveraine liberté, une nécessité pure où l'on jouit d'un moment de grâce entre la vie et la mort, et où toutes les pièces de la machine se combinent pour envoyer dans l'avenir un trait qui traverse les âges. » La déconstruction du corps. Le cubisme
est probablement la période la plus radicale dans la vision de Picasso du corps humain. En décomposant les formes naturelles en facettes géométriques, Picasso brise l'illusion de la perspective traditionnelle et offre une représentation du corps humain qui n'est plus du tout cohérente, mais elle est une somme de fragments et de perspectives multiples. L'idée de la déformation du corps devient ici un moyen d'explorer la subjectivité de la perspective visuelle et mentale du corps, plutôt que de simplement représenter sa forme physique. Les Demoiselles d'Avignon, réalisées en 1907, marquent un tournant radical où le corps humain est déconstruit et stylisé, parfois au point de le rendre méconnaissable. Les figures sont représentées sous des angles multiples, ce qui produit un effet de fragmentation et de dislocation du corps, l'érotisation du corps. Par ailleurs, la vision du corps est souvent chez Picasso celui de sa compagne, l'image d'un corps qu'il admire et qu'il érotise et qui est source de ses fantasmes. La période dite Marie-Thérèse, dans les années 30, en est un exemple par excellence. À la suite de sa rencontre avec Marie-Thérèse en 1927, la jeune femme apparaît progressivement dans l'œuvre de Picasso. Ses formes sculpturales, insufflant à l'artiste un nouveau vocabulaire formel chargé d'érotisme, tant en peinture qu'en sculpture. Dans une série de baigneuses, datée de 1928, le corps de Marie-Thérèse est distendu et métamorphosé en une structure anthropomorphique curieuse. Une tête en forme de bouton, un torse en forme de boomerang, des seins en forme de cône et des ballons pour des membres. Cette série permet à Picasso d'étudier le rapport entre les dimensions du corps en relation avec la figure, le mouvement de la figure. Et il devient un terrain sans limite à l'expérimentation des formes. En août 1932, il réalise Baigneuse au ballon, sur votre droite, dans laquelle il assimile Marie-Thérèse à une sorte de jouet élastique et ludique. Son corps est réduit à des formes rondes et douces et sa silhouette tout entière devient une sorte de ballon gonflable qui s'envole et sa bouche se transforme en une forme ovale évoquant son sexe. La même année, Picasso réalise avec une énergie stupéfiante une longue série de grands portraits de Marie-Thérèse. L'artiste la représente de manière récurrente, assise, allongée ou assoupie, s'adonnant ainsi au désir érotique du peintre. Par exemple, dans Le Rêve, réalisé en 1932, peut être vu comme une exploration du subconscient de ses rêves, dans lesquels le corps féminin devient une sorte de terrain d'expérimentation pour les tensions psychologiques et émotionnelles. Picasso montre sa bien-aimée endormie dans un fauteuil. Un livre ouvert tombe au creux de son ventre dans un abandon suggestif. Son visage penché à la fois de face et de profil, où la deuxième partie supérieure du visage découvre alors une sorte de pénis en érection. Dans Nature au guéridon, sur votre gauche, Picasso semble faire un rapprochement entre le Piché et le buste de Marie-Thérèse. L'artiste introduit ici un nouveau niveau de sensualité et de complexité intellectuelle du corps. La couleur jaune du Piché fait penser à sa chevelure blonde et les pommes vertes sur la nappe rouge à ses seins. Picasso transforme alors sa muse en courbe abstraite, fruits, arabesques, rappelant les portraits anamorphiques du peintre italien du XVIe siècle, Giuseppe Arcimboldo. Avec cette œuvre, Picasso donne de manière détournée au spectateur le moyen de faire le nu lui-même avec ses yeux. Pour l'historien d'art William Rubin, les tableaux symboliques de Picasso les plus superbement poétiques sont ceux justement qui emploient des métaphores purement visuelles, sans rien de littéraire. Selon lui, Picasso a la faculté de percevoir des analogies plastiques entre des objets différents, forgeant ainsi un nouveau lexique de forme. C'est ainsi que l'artiste utilise des substituts étranges pour représenter les bras de Marie-Thérèse. Des nageoires, des tentacules, des enroulements serpentines, des serpentins, à l'instar de femmes nues dans un fauteuil rouge, sur votre gauche, réalisé en 1932. Ceux-ci font référence aux balustrades à droite. Picasso fait référence aux balustrades baroques qu'il admirait dans la villa Shenrock.
à Juan Lépin. Dans Nu, feuilles vertes et buste, Picasso idéalise le corps de son amante en tant que source vitale végétalisante. Marie-Thérèse apparaît allongée, endormie, son corps envisagé comme une sorte d'assemblage curviligne, à la fois végétal et sculptural, dont l'érotisme est accentué par un jeu de bandes noires. Sa tête repose sur la courbe créée par les bras entrelacés, et l'intervalle entre le cou et les seins est comblé par sa chevelure flottante. La forme est prolongée par une deuxième courbe qui suit le volume des hanches et s'effile dans la direction des jambes. Dans cette composition, l'artiste transforme sa bien-aimée en une image métamorphique de nymphe endormie, d'où semble jaillir de ses reins un philodendron symbolisant une vitalité extraordinaire. Néanmoins, l'obsession pour son modèle ne se cantonne pas seulement à la peinture. Picasso lui donne également naissance à travers la sculpture, le modelage et l'incision. En 1930, il acquiert le château de Boisgelot, tout près de Gisors. C'est ici qu'il retrouve le plaisir du modelage et il commence à travailler à partir de volumes massifs. Il réalise en 1931 4 grandes têtes de femmes, dans lesquelles il pousse à l'extrême l'innovation plastique. La plupart des portraits sculptés représentés Marie-Thérèse sont des métaphores sexuelles de l'union entre le peintre et son modèle. L'équivalence de la permutation des signes du visage avec les organes génitaux est évidente dans Tête de femme, où Picasso mêle réalisme et simplification des formes. Le nez de Marie-Thérèse ressemble à un phallus, ses yeux à des testicules, ses joues à des fesses et sa bouche à un vagin. Dans Buste de femme et Tête de femme, le nez et le front se confondent en une force érotique puissante. Le visage de Marie-Thérèse se transforme tout entier en une icône phallique. Le corps, source de vie. Le corps chez Picasso est aussi source de vie, et l'artiste est fasciné par le sujet de la maternité et la transformation du corps et de l'esprit qui en découle. Il représente ces étapes à plusieurs reprises. Au cours de l'été 1904, sa compagne Madeleine avorte d'un commun accord avec Picasso. Les œuvres sur papier, Le baiser et Mère et enfant, toutes deux réalisées le 7 septembre, peuvent ainsi être interprétées à la lumière de cet événement. La seconde introduit une série émouvante sur le thème de la maternité, qui explique sans doute, par ce contexte, de parentalité manquée. Maternité rose, exécutée au bateau Lavoie, au début de l'année 1905, est l'une des plus célèbres maternités de Picasso, dans lesquelles Madeleine est ici idéalisée. Dans Jeune fille devant un miroir, à droite, Picasso transforme Marie-Thérèse en déesse de l'amour et de la fertilité. La jeune fille tend ses bras comme pour enlacer son image reflétée dans le miroir, qui permet d'avoir 2 points de vue de son corps. La partie inférieure de l'image est occupée par des vues de face et de profil de son utérus bombé vide, l'unissant ainsi au cycle de la nature. Le thème du corps fertile voit ainsi son apogée avec l'arrivée de François Gillot et leurs 2 enfants, Claude et Paloma, dans la vie de Picasso. 1 an à peine après la naissance de son fils, le motif de la femme enceinte fait son apparition. Picasso sculpte en 1948 à Valoris une petite femme enceinte en terre cuite rouge. Et il renoue avec le sujet au printemps 1949, l'année de la naissance de Paloma, avec femme enceinte, en plâtre et en bois. Vous voyez sur votre droite. Picasso traite cette figure sans tête de manière plus abstraite et privilégie la verticalité en utilisant une branche de palmier déplumée dont les départs de feuilles sont encore reconnaissables. Il y ajoute 2 petites tiges pour les jambes, 2 autres pour les bras et une boule au centre. Cette sculpture relève par ailleurs de la fascination de l'artiste pour les formes primitives et les objets de rebut auxquels il offre une seconde vie. Picasso poursuit ses recherches sur le corps humain enceint en réalisant entre 1949 et 1950 des sculptures assemblages, celle présentée à droite,
composé de plusieurs matériaux. Un grand récipient en terre cuite forme le ventre. Les seins sont signifiés par 2 jarres en céramique. Les bras sont faits en partie de bois et le tout tenu par du plâtre avec une armature de métal. Selon François Gillot, Picasso aurait réalisé cette œuvre pour compenser son désir d'avoir un 3e enfant. Le corps, reflet de l'âme. Enfin, il faut noter que pour Picasso, le corps porte également, et presque surtout, en lui une dimension existentielle. Le rapport au corps de l'artiste est étroitement lié aux superstitions. Picasso gardait ses cheveux, ses ongles, ses morceaux de peau ou encore ses vêtements qu'il considérait comme divins et susceptibles de contenir son âme. Les cheveux, mémoire infaillible des substances ingérées par leur porteur et reflet de sa santé comme de ses maladies, ils sont pour Picasso une force surhumaine, à l'origine de son pouvoir créateur. Convaincu qu'il est possible d'envoûter quelqu'un en se servant de l'une de ses mèches, il ne laissait personne s'en approcher, tout en évitant de les jeter n'importe où. Il pouvait rester des mois entiers avec des cheveux trop longs, sans arriver à entrer chez un coiffeur. C'est ainsi qu'il avait pris l'habitude de donner ou d'envoyer en secret ses cheveux, mais aussi des rognures d'ongles, à Marie-Thérèse pour qu'elle les conserve soigneusement afin d'empêcher qu'ils ne tombent entre les mains d'une personne mal intentionnée, adepte de magie noire. Marie-Thérèse conservait ainsi ses reliques précieusement dans du papier de soie qu'elle annotait à l'encre bleue. Je cite « Dernière mèche de cheveux de Picasso que je lui ai demandé de couper parce que cela faisait ridicule. Année 1945, je pense. » Ou encore « Bout de cheveux de Picasso quand il les coupait lui-même. » 1940-1945. Fantaisie ou désir érotique, les 2 amants avaient pris pour habitude de s'échanger, outre des ongles et des cheveux, des morceaux de peau. Je cite Marie-Thérèse, que c'est comme ses ongles. Comme il se coupait les ongles, je lui ai dit « Donne-les-moi. » Et puis, voilà même des petits bouts de peau. Moi, je lui donnais des petits bouts de peau, vous savez, quand on avait des coups de soleil, et alors il dessinait dessus. Pour conclure, la vision du corps chez Picasso est marquée par une quête constante de réinvention. Si au début de sa carrière, il cherche à reproduire les formes du corps humain dans une certaine fidèle attention à la réalité, il se libère progressivement des conventions pour parvenir à une abstraction où le corps devient une sorte de perception subjective et de symbole. De la souffrance à la sensualité, le corps chez Picasso devient un terrain d'expérimentation artistique et une réflexion sur la condition humaine, tant physique que psychologique, mais également une enveloppe douée d'un esprit. Merci. Merci beaucoup, Diana. Avant de laisser la parole à la salle, je vais me permettre de te poser quelques petites questions et aussi de rebondir sur ce que tu as dit. D'abord, j'aime particulièrement l'idée de donner un regard neuf, nouveau, incisif et original sur l'œuvre de ton grand-père, une sorte d'autopsie, si on peut dire, d'autopsie artistique en l'occurrence. Et ce qui est bien, c'est qu'avec toi, on n'a pas peur que ça soit une surinterprétation. Parce que l'information vient de l'intérieur, elle est documentée par les archives, elle est documentée également par les traditions, elle est documentée aussi par ton expérience d'historienne de l'art, avec la comparaison avec d'autres artistes, d'autres œuvres, d'autres courants artistiques. Et donc, en cela, c'est particulièrement, on va dire, fiable. Et ça, c'est vraiment agréable. Alors, quelques petites questions. Tu as commencé cette conférence en nous parlant des différentes périodes de l'œuvre de Picasso. La période bleue, par exemple, et toutes les autres périodes qui s'en suivent. Hormis cette scansion de l'œuvre de Pablo, est-ce que ça correspond à des degrés de développement personnel, de périodes de sa vie qui sont liées à son humeur, aux femmes qui ont ponctué également sa création artistique, ou les lieux où il a vécu? Qu'est-ce qui correspond en fait à ces différentes phases, à ces différentes couleurs, sur le plan physique, physiologique et peut-être biographique? Bon, évidemment, j'étais limitée par le temps.
tu m'as interrogé sur ce sujet qui se révèle comme passionnant. En fait, n'importe quel sujet chez Picasso devient monumental. Je me suis arrêtée à certaines périodes, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à dire sur son œuvre. Comme tu sais, c'est un des artistes les plus prolifiques de l'histoire de l'art. Donc, par souci de simplicité, on distingue certaines périodes, certaines couleurs. Oui, évidemment, je n'ai même pas parlé de la période rose, la période bleue, ces sentiments, cette association des sentiments aux couleurs. Encore une fois, pour un souci de simplification, j'ai parlé de ces femmes, mais je trouve que c'est intéressant finalement de pénétrer dans son œuvre à travers uniquement son œuvre et non pas une stricte lecture autobiographique. Néanmoins, elle nous éclaire évidemment sur les événements qui sont associés à la réalisation des œuvres. Donc, oui, il y a différentes périodes. Mais elles sont liées à des moments de... Pourquoi est-ce qu'il change de couleur? Qu'est-ce qui le fait changer de couleur, de palette? Qu'est-ce qui le fait changer aussi parfois même de style? Quels sont ces éléments déclencheurs? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que peut-être on ne le sait pas aussi? Il y a énormément de littérature sur ce sujet. Par exemple, la mort de Casagemas, qui est une période très douloureuse pour lui et qui est associée à cette couleur un peu cadavérique. La période de Marie-Thérèse, qui est avec une sensualité, des couleurs beaucoup plus de plâtre d'ailleurs, des couleurs humaines, de chair humaine. La période rose, évidemment, enfin, ça c'est quelque chose d'assez connu. Ouais. Alors tu as parlé de Casagemas notamment avec ce portrait post-mortem qu'il réalise de lui en 1901. Alors désolé, j'ai forcément eu un regard médico-légal sur cette peinture. En effet, il y a le teint olivâtre, il a quasiment la couleur du siège sur lequel tu es assis, mais il a aussi au niveau de la tempe droite une tache noirâtre. Alors je ne sais pas de quoi est-ce qu'il s'est tiré une balle. Oui, voilà, parce qu'il s'est suicidé suite à des amours douloureux. Et il a tiré une balle, oui, dans sa tempe. Donc c'est l'orifice du projectile qu'on voit. Oui. D'accord. Ouais. Je vois qu'il y a un public de tous les âges, y compris une toute jeune fille au premier rang. Alors, on ne va pas la heurter forcément avec la question suivante. Donc je ne souhaite pas la heurter. Alors, je vais quand même poser une question qui est un peu limite. Il a connu des périodes assez dures. Il y a Guernica, alors il n'était pas présent à Guernica, mais il en a entendu parler. Est-ce qu'il a dessiné, hormis Casagemas, et est-ce qu'il a vu, pour se fonder pour faire ses peintures, est-ce qu'il a vu des cadavres? Est-ce qu'il a peint des autopsies? Est-ce qu'il a peint... On est dans une faculté d'université forte connotation médicale et de santé. Est-ce qu'il allait, par exemple, comme d'autres, Géricault, pour les périodes plus anciennes, bien entendu, ou Egon Schiele, qui lui était contemporain, qui a vécu la grippe espagnole, est-ce qu'il décrit... Oui, ou Léonard de Vinci, Non, il n'a pas disséqué des cadavres, à ma connaissance. Enfin, bon, il y a peut-être des choses encore à découvrir. Ou assister, ou il n'est pas allé dans des amphithéâtres pour... Pas à ma connaissance, mais il avait de la famille qui était médecin. Il avait des médecins dans ses frères, ouais. Neurologues. Mais pour Guernica, il a vu des photographies, parce que c'est aussi une période où il y a beaucoup de photoreportages, et c'est cette photographie qui avait été représentée sur la page de couverture d'un journal qui l'a immensément choqué. Donc ça a été le catalyse en fait de sa peinture. D'accord, donc c'est les photographies. Cette explosion des formes, cet hyperréalisme que rendait accessible la photographie. C'est aussi un peintre et un dessinateur du corps nu. Tu l'as montré dans la deuxième partie de ta présentation. Le corps nu et notamment les organes génitaux avec une vision parfois un petit peu crue et détaillée. Alors la question est la suivante, est-ce que quand on regarde ces peintures, on doit les regarder avec un œil qui est réaliste, un œil qui est symboliste, un œil qui est surréaliste, un œil qui est cubiste? Quel œil doit-on utiliser, ou quels yeux, ou quels morceaux de son cerveau quand on regarde les organes génitaux, par exemple, et le corps en général chez Picasso? Alors, là, tu faisais référence à la période des années 30.
évidemment, c'est une période qui est liée au mouvement surréaliste qu'il côtoie, que ce soit André Breton ou tous les grands artistes de cette période qui l'amènent à repenser le corps humain, même les poètes. Donc oui, évidemment, il est très très influencé par ses lectures. Et il va les décliner sous toutes les formes, y compris céramique aussi. Ça sera dans les années un peu plus tard. Dans les années 50, 60. Ouais. D'accord. Tu as parlé aussi des mèches de cheveux et des ongles qu'il va conserver, les morceaux de peau de la même façon. Alors ça, c'est quelque chose que tu as bien décrit dans Picasso sorcier, hein, cette implication de cette magie, de cette sorcellerie et de ces croyances fondamentales dans son œuvre, bien au-delà d'une simple conservation de petits fragments de lui, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous détailler quels peuvent être les restes humains qu'on peut retrouver à l'intérieur de peintures, de sculptures, etc. Jusqu'où ça va? Alors évidemment, début du siècle, il avait été avec Max Jacob au Musée de l'Homme. Donc il a été très tôt sensibilisé à l'art primitif, aux croyances. Lui-même d'origine andalouse, évidemment, était bercé en fait par les croyances et les superstitions et un rapport à la religion aussi très particulier, puisque j'ai rappelé tout à l'heure qu'il avait perdu sa sœur quand il était très jeune. Donc c'était un événement très très douloureux de sa vie qui lui a sans doute été un moteur d'ailleurs pour une perception un peu plus profonde du corps et de l'âme, justement. Donc je sais que tu fais allusion à une peinture tu sais très bien où je vais en venir. Qui m'a interrogée, oui, parce que quelque part, avec Picasso, on se dit, mais où sont les limites? Et j'ai un jour découvert une nature morte, qui est une sorte de représentation de ma mère, où il s'est amusé à prendre un coton. En fait, ma mère n'était âgée que de 2 ans, et il avait, évidemment, sa fascination a été extrême pour tout, et pour la couleur, en fait, des selles d'un enfant quand il est allaité par sa mère, qui sont d'un teint jaunâtre, je cite, inimitable. Donc il a immortalisé ce moment en gardant, en fait, ce bout de coton plongé dans la couche, et qu'il a posé sur la toile, et qu'il a transformé d'une façon un peu, on va dire, magique, en une pomme. Voilà. Et c'est vrai que c'est une couleur, une palette qu'on ne trouve nulle part ailleurs, et pour cause. Voilà, c'est unique. C'est unique. C'est unique, et c'est un des rares artistes à avoir utilisé d'une façon aussi sublimée, en fait, ce matériau. Toutes les matières premières sont possibles et imaginables dans l'art. Et il y a aussi un autre épisode que tu racontes dans Picasso sorcier, avec Dora Maar, cette fois-ci. Dora Maar qui s'étonne de la façon avec laquelle Pablo Picasso va patiner les œuvres en bronze, qui la représentent elle en plus. Ah oui, et puis ça m'évoque aussi Dora Maar qui avait pour habitude de porter des gants blancs et de jouer avec un couteau, à passer le couteau en fait à travers ses doigts de façon la plus rapide possible, et malheureusement elle avait égratigné son doigt, laissant une coulure de sang sur le gant. Et Picasso a également vénéré ce gant qu'il gardait précieusement dans un cabinet de curiosité. Et donc la même Dora Maar s'étonne et se moque et prend un petit peu mal le fait que Pablo Picasso fasse pipi, littéralement, sur les bustes en bronze qui la représentent, elle, pour patiner le bronze. Mais en fait, au-delà de patiner, peut-être, c'est aussi un autre geste. Oui, mais la vérité, c'est que Picasso était très à l'écoute des artisans qu'il respectait beaucoup, et c'est un secret bien gardé des fondeurs que l'urine peut prodiguer une patine exceptionnelle à des bronzes. Mais il ne fallait pas que ce soit n'importe quelle urine. Voilà. Il fallait que ce soit la sienne, tout simplement. Tu nous as montré des objets en plâtre. Beaucoup d'objets en plâtre, et notamment ces statues bustes, si on peut dire, de Marie-Thérèse qui ont été faits à Boisgeloup. Est-ce que tu as déjà eu l'idée ou la possibilité de les passer en radiographie ou au scanner pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et voir s'ils sont chargés de la même façon, non pas simplement d'un tissu de soutien ou d'un morceau de bois ou de métal soutien au plâtre, mais est-ce qu'il aurait pu les charger, c'est-à-dire mettre quelque chose aussi de physique, de Marie-Thérèse ou de lui-même peut-être, à l'intérieur comme un objet fétiche
tels qu'il en collectionnait en provenance d'Afrique ou d'Océanie? Je suis toujours prudente dans les interprétations, mais effectivement, il y a des radiographies qui ont été exécutées et qui ont permis de voir la façon dont les sculptures étaient construites, qui est particulièrement intéressante dans son cas parce qu'on sait qu'il était autodidacte. Un peu comme Degas aussi, on trouve toutes sortes de choses à l'intérieur, des cintres, des bouchons, des morceaux de journaux. Donc c'est quelque chose, en fait, il se confronte pour la première fois à la sculpture monumentale. Donc j'ai plutôt perçu un terrain expérimental formel, mais pas d'huile ou de toutes sortes de substances qui auraient pu être apposées à l'intérieur de l'armature. Mais tout reste à découvrir. Il y avait aussi cette habitude, avant de prendre la voiture ou avant de faire un voyage, de prier. Tu peux peut-être nous raconter cette anecdote? Effectivement, après, on ne sait pas. Il y avait un mélange de fétichisme et un grand sens de l'humour, je pense. Mais oui, juste avant de prendre la voiture, il réunissait toute l'assemblée et il faisait une prière. Il faisait une prière à Dieu. Et puis il ne fallait pas mettre le pain à l'envers aussi sur la table. Il avait cette croyance dans les chiffres, les palindromes, les capicois, donc, qui se lisent à l'envers et à l'endroit. C'est que ça portait bonheur. Oui, il y avait toutes sortes de croyances, mais encore une fois, c'est vrai que les latins sont souvent particulièrement superstitieux. Et toi aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est mon petit secret. Est-ce que, alors à l'époque, je ne sais pas si ça se faisait, est-ce qu'il a assisté aux accouchements de ses enfants? Est-ce que c'est quelque chose... tu vois, est-ce qu'il était présent? Est-ce qu'il a participé? Est-ce qu'il a suivi? Quelle était son implication et sa visibilité et son accès à tout ceci, tu vois? Oui, il était présent lors de l'accouchement de ma mère. Et ma mère, tout comme lui, était née, mort-née. En fait, elle a été déclarée morte à la naissance, à tel point que Picasso donc son père, a dû procéder à une sorte d'extrême onction, et c'est en lui jetant de l'eau sur le visage qu'elle s'est réveillée. Voilà. Alors, lui-même, quand il est né, était déclaré mort-né, et c'est son oncle qui fumait un cigare dans le couloir à côté qui a finalement pu lui permettre de crier. Ouais. Ce que dit Diana, c'est que c'est la fumée du cigare, en fait, qui a réveillé et ressuscité Pablo Picasso. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas entièrement faux. Alors, le tabac tue, rassurez-vous. Surtout avec notre ancien doyen, nouveau président d'université, qui est très impliqué dans la lutte antitabagique, je ne vais pas dire le contraire. Mais vous savez qu'on a ressuscité pendant un temps fou les noyers avec du tabac. On faisait des décoctions de tabac qu'on mettait à l'intérieur de l'anus et du rectum des noyés, en sorte de lavement, pour réveiller les noyés. Et jusqu'à une période très récente, c'est ce qu'on faisait. En tout cas, le tabac est vraiment utilisé pour ressusciter, entre guillemets, les morts. Et en l'occurrence, oui, c'est que ce soit le tabac de... Donc son oncle, c'est ça? C'était son oncle? Voilà, son oncle. Donc ça n'a rien d'étonnant. Je pensais à quelque chose. J'ai vu l'autre jour un tout petit dessin de Picasso qui a appartenu à Simone Weil. Ouais. Et voilà, j'y pense parce que je sais qu'elle est venue ici. C'était une de ses dernières conférences. Apparition. Et la faculté porte son nom. Oui, donc c'est très émouvant de penser à cette relation entre Picasso et Simone Weil. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous. Il me reste à remercier Diana Picasso de nous avoir apporté. Merci. Et on vous donne rendez-vous dès l'année prochaine pour une nouvelle conférence. Il s'agira du professeur Valérie André, qui est professeur de littérature du XVIIIe siècle et membre de l'Académie nationale de Belgique, Académie royale de Belgique, qui viendra nous parler de la rousseur, la couleur rousse. À très vite, merci.